J'ai oublié. C'est cute. Non, c'est juste que ma blonde, elle sait pas que t'étais en train d'enregistrer. Ben, c'est parfait. OK, elle savait finalement. C'est parfait. Frank décidera si on garde ou pas. Pas moi, c'est correct. moi. Correct, ma blonde a apparu pendant 2 secondes. Sérieusement, cette semaine, on n'a pas le choix de parler des subventions aux entreprises. Non, effectivement. Vincent, de mémoire d'homme, il y a quelques années, je voyais des chiffres comme de quoi que l'impôt payé par nos entreprises au Québec était à peu près de 6-7 milliards. Puis on donnait à peu près 6-7 milliards de dollars aux entreprises québécoises. Hier seulement, à une seule entreprise, on a annoncé l'équivalent de 7 milliards de dollars de subventions. Mm-hmm. Les proportions sont écoute, c'est quand même 7 gargantuesques. C'est quand même sur plusieurs années. Là, fait que c'est pas l'équivalent d'une dépense annuelle. Mais mais je donnais ça comme ordre de grandeur. De ça, c'est gigantesque. Oui, mais c'est quand même un ordre de grandeur. Je pense que... écoute, en même temps, là, c'est juste une subvention en plus. Au final, là, le gouvernement provincial, tout programme de subvention confondu, il y a 1800 programmes de subvention confondus. Ça, c'était un chiffre qu'on avait fait avec l'Institut en 2017 à peu près. 1800 programmes? Oh oui, il y a 1800 programmes de subvention. Le chiffre, écoute, la première fois que je l'ai sorti, j'étais surpris, mais avec l'âge... Non, je sais que ça nous surprend pas. Tu me dis ça, puis j'ai de la misère à dire que je suis surpris. C'est juste que dans ma tête, ça ne peut pas faire de sens. Puis je trouve que ça l'ouvre aussi la voie. Si tu as 1800 programmes différents, tu as l'impression, comme contribuable, que les programmes ont été designés pour subventionner une entreprise précise derrière la tête du designer du programme. Parce que si tu me disais qu'il y avait 30 programmes de subvention au Québec, tu te dis, ouais, il y a 10 secteurs économiques à peu près en bourse. Là. Tu te dis, OK, on a voulu faire de quoi d'un peu plus fancy. 30, c'est quand même raisonnable. Toutes les entreprises peuvent se qualifier pour les programmes. Donc, il y a une certaine équité. Oui, aussi c'était non discriminatoire. C'est-à-dire que c'est pas ciblé sur aucune personne. C'est envoie le formulaire, puis... Il y a un comité d'experts qui va analyser ta situation, puis on va voir si tu as la subvention ou pas. Sauf que là, si tu me dis 1800 programmes dans un contexte où est-ce que il y a plusieurs entreprises qui peuvent avoir accès à ces programmes-là, mais la première chose qui me vient en tête, c'est à ta peu, c'est impossible que toutes les entreprises connaissent les 1800 programmes à la base. Donc, déjà là, on est obligé de créer des bullshit jobs. On est obligé d'avoir des intermédiaires qui connaissent, qui se sont spécialisés, en fait, dans la connaissance de ces programmes-là. Et je trouve que ça l'ouvre beaucoup de la place à une forme de collusion, entre guillemets, non prouvée, dans le sens que qu'est-ce qui empêche un politicien de designer un programme pour s'assurer que ce soit telle ou telle entreprise qui le reçoive? De toute façon, il y a personne qui check ça. Je veux dire, il y en a 1800. C'est trop. C'est bien trop. Moi, j'essaie de m'imaginer c'est quoi la logique de ça, puis je la vois pas. Il y en a assez pour que... Il y en a assez pour qu'il y ait quelqu'un qui ait investi dans l'annuaire des subventions. Donc, si vous allez à subventionquebec.net, il y a un annuaire. Il y a vraiment un annuaire de toutes les subventions qui existent. Donc, les 1800 programmes, ça, c'était en 2018, le chiffre de 1800 que j'ai. Je ne l'ai pas mis à jour depuis. Probablement que ça a augmenté beaucoup avec la pandémie. Mais tu as 1800 programmes et c'est généralement ciblé pour... quand tu regardes dans des articles comme des trucs comme Public Choice ou des revues scientifiques qui, il n'y a pas de cas explicite pour le Québec, mais tu regardes pour d'autres pays, la norme, c'est que ces programmes-là, plus ils sont spécifiques, plus ils sont ciblés en fonction de motivation politique, électorale, recherche c'est pas particulièrement sophistiqué. Mais ce qui est peut-être plus parlant, c'est pas tant que... En fait, il y a deux choses, moi, qui me sautent dans la face avec les subventions. Okay. C'est tous les Vincent, ministères, tous les ministres de l'Éducation. On a le chiffre en réalité. L'annuaire des subventions du Québec 2023 recense 2579 programmes de soutien financier offerts par les deux paliers. Oui, mais nous autres, c'était 1800 provinciaux. OK. Le document PDF est de 700
17 pages. C'est débile, là. Effectivement, je ne me citerai pas avec toi. Puis ça, en passant, avant que je dise les 2 points, ce n'est pas la somme totale des subventions. Parce qu'il y a d'autres subventions qui existent au Québec. Ça s'appelle tous les crédits d'impôt. Fait que moi, si j'ai un crédit d'impôt pour, disons, en fait, il y en avait un que je connaissais pendant longtemps il y en a qui sont super petits, donc on ne s'est même pas rapporté dans les documents. Parce que tu as un document, les cours, j'oublie tout le temps le nom exact que ça, mais le ministère des Finances publie un document avec le nombre de personnes qui se sont prémunies de chacun des types. Mais il y en a quelques-uns qui ont trop peu d'individus qui l'ont réclamé, que ça créerait des violations de confidentialité si tu dévoilais certains détails. Et ce nombre de produits-là sont comme assez nombreux. Donc, il y a peut-être une centaine de petits crédits d'impôt qui ne sont pas discutés. Il y en avait un pour les analystes financiers qui était de haut niveau. Donc, si tu embauches, par exemple, quelqu'un, ça, c'était en 2011, on avait la conversation. C'était Paul Daniel Muller dans le temps qui était là. Puis il soulignait que si tu étais un analyste financier, tu embauchais un analyste financier, donc un MATI, donc quelqu'un qui est purement mathématicien, qui fait de l'analyse financière de vraiment haut niveau, tu avais un crédit d'impôt sur sa masse salariale. Ouais, mais attends un mais peu, tu avais là. comme 11 personnes au Québec qui l'avaient réclamé. Attends un peu, là. C'est parce que si tu es le type d'entreprise qui peut se permettre d'avoir un analyste financier dans ton payroll, là, Tu n'es pas la dernière chose que tu as besoin, c'est une subvention. Je sais. Mais tu en as plein des comme ça. Mais là, après ça, ajoute les autres qu'on connaît plus, les crédits d'impôt pour la culture, etc., etc. Tu te retrouves avec l'équivalent de subventions directes, donc des chèques. Après ça, tu ajoutes les prêts sans garantie, les prêts avec aucune garantie. Si tu échoues, on est correct, ou des prêts sans intérêt. Après ça, ajoute aussi les crédits d'impôt. Ce que le gouvernement donne soyons très clairs, c'est du BS corporatif. Il n'y a pas d'autre manière de c'est gargantuesque. C'est difficile de faire le calcul pour les crédits d'impôt, mais quand tu regardes par province, les dépenses en subvention des gouvernements provinciaux, j'inclus pas les municipalités, parce que les municipalités aussi font leurs subventions. Ils en font même Puis de plus en plus. De plus en plus aussi, oui, effectivement. Donc, je vais juste dire le gouvernement provincial, puis quelques indicateurs qu'on a pour les gouvernements municipaux, c'est qu'eux aussi en font beaucoup plus au Québec qu'ailleurs au Canada. Le Québec, avec 20 de l'économie, puis 22, quelques % de la population, fait 34 des subventions. Écoute, j'ai retrouvé la recherche que vous aviez faite à l'IEDM en 2018, justement, avec Alexandre Moreau. Fait qu'on a l'article ici du Journal de Québec, Montréal, des milliards de l'État en aide aux entreprises. Puis le graphique que tu nous parles, il est juste ici. Yep. Ben moi, je l'ai remis à jour. Celui-là, il est un peu parce qu'à l'époque, c'était un peu en bas de 30 %. Oui, exactement, parce qu'on voit ça, là, légèrement en bas de 30 %, même si le PIB est en bas de 20 % pour le Québec. Et il n'y a aucune province canadienne qui dépasse sa proportion. Quand tu regardes, par exemple, du côté de l'Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, tout le monde... Ben, il y a l'île du Prince-Édouard. Ah non, c'est pas vrai. Puis il y a Saskatchewan. Il y a Saskatchewan qui est un peu dans la même position que le Québec. Mais l'île du Prince-Édouard, il ne faut jamais oublier que dans le PIB canadien, c'est une erreur d'arrondissement. Non, c'est clair. Hein. Il y a quoi? Il y a 80 000 personnes sur l'île du Prince-Édouard? Non. Tu es dans les hauts 300, 400 000 personnes peut-être. OK. Oui, effectivement. En fait, je me pose la question, là. Mais le pire, c'est que je regardais les chiffres de faillite cette semaine, puis je pense que dans une année normale sur l'île du Prince-Édouard, il y a comme 4 faillites d'entreprises dans une année. Même moi, je t'ai off un peu, c'est 156 000 personnes. Il y a plus de gens à Longueuil qu'à l'île du Prince-Édouard. Capoté. Mais c'est correct, c'est correct. Le but, c'est pas de taper sur les cultivateurs de pétates à matin. Mais au final, c'est le Québec est le roi des subventions. Et ça serait possible. Mais Vincent, on devrait être la meilleure économie canadienne. Juste avec ça, là. Tu dis, on est les kingpins des subventions depuis plusieurs années. Donc, logiquement,
selon nos commentateurs T'essayes politiques. T'essayes de me faire fâcher. Non, mais sérieux, Je le c'est sais. ça pareil. Je connais ton sarcasme, et je l'apprécie. Puis tu as raison, hein? Si ça marchait avec la quantité d'argent qu'on a pitché là-dessus, on le saurait. Mais c'est malade quand tu y penses. Tu dis, Mais on juste te fait donner ça le depuis montant. longtemps. Puis là, ça, il y a des affaires. Vos chiffres, c'est des crédits d'impôt, c'est des subventions, c'est des programmes. Y a-tu l'électricité là-dedans? Les rabais d'électricité sont pas là. Non, ça compte pas. J'avais même pas pensé à ça, mais c'est pas compté dans les subventions parce que c'est une forme de transfert indirect qui n'est pas mesurable. Puis si tu te mets à compter ça, ça prend tellement des natures différentes par province que tu n'es pas capable d'arriver à un chiffre qui fait du sens. Mais juste te donner un ordre de grandeur là, pour voir à quel point il y a une certaine folie dans ces subventions-là. Le chiffre pour le dernier disponible, puis là, c'est StatsCan, subvention du gouvernement du Québec, c'est 6,8 milliards. Donc là, je vais prendre le temps d'aller dans le budget. Dans le budget, je vais aller voir les revenus de l'impôt sur le revenu des sociétés. On va arriver à un chiffre qui est tout près de la réalité. Ça va être sensiblement pareil. Exactement. C'est ça le point que je m'en allais faire. Fait que là, je vais écrire... Fait que tu sais, déjà là, on n'arrête pas de nous dire les entreprises doivent faire leur juste part, les entreprises doivent faire leur juste part, mais leur juste part qu'on reçoit, on la redonne au complet. Seule affaire, c'est que la juste part a été faite par l'ensemble des entreprises du Québec. Rappelons que 98% de celles-ci sont des PME. OK. Les subventions directes, le dernier cadre financier, c'est 11 milliards sur l'impôt des sociétés qui est rentré. Les subventions, selon StatsCan, c'est 6,8 milliards. C'est un chiffre préliminaire. Le chiffre révisé de l'année précédente, 2020, c'est 7,5 milliards. Okay. Donc, les chiffres préliminaires, généralement, ils changent. Mais c'est 7,5 milliards qui était l'année précédente, 6,8 cette année. Donc, à peu près 60 à 70% des revenus sur l'intérêt des sociétés. L'impôt des sociétés. Exactement. Puis la manière dont StatsCan définit une subvention, il y a une autre catégorie juste après, ils appellent ça Grants Expenses. Puis il y a Other Expenses. Il y a certaines subventions qui sont des subventions qui vont en fait dans d'autres catégories. C'est juste qu'on n'est pas capable de casser la catégorie exactement en détail. Fait que le montant est un petit peu plus élevé. Ajoute les crédits d'impôt, là. Tu pourrais facilement, si tu éliminais toute l'aide corporative au Québec, toute. Tu peux abolir l'impôt. Tu peux abolir l'impôt sur le revenu des sociétés. Puis tu te retrouves avec la même situation, puis tu arrêtes de choisir des joueurs. Parce que c'est ça la partie qui est la plus condescendante, que j'haïs le plus. Puis c'est peut-être pour ça que j'haïs Pierre Fitzgibbon. Parce que tous les autres qui étaient là avant, Jacques Daou, Bernard Landry, Rodrigue Biron, Rodrigue Tremblay, Gérard Tremblay, tous ces gens-là avaient l'idée qu'ils étaient les maîtres d'œuvre de l'économie québécoise et que c'était eux qui avaient lancé l'économie québécoise et qu'eux avaient le talent incroyable de pouvoir choisir qui était le gagnant. Et là, Pierre Fitzgibbon, parce qu'il faut souligner que tous ces efforts-là ont floppé dans le passé. On a tout oublié les flops, le moteur roue, les grappes industrielles, la Cité du commerce électronique, la Métaphoria, la Gaspésia, la cimenterie McInnes. Tous ces flops-là, là, on les a complètement oubliés. Et on a oublié que non seulement ça a été des flops, mais en plus, on continue de répéter la même chose. Et là, ici, mais ça vient avec... C'était pas des petits montants pantoute. Non, mais je veux dire, c'était des petits montants parce qu'on est obligé de dire ça aujourd'hui. Comparé à ça aujourd'hui, oui, solide. Avec ce qu'on a annoncé à Nordvolt hier, la Gaspésia, c'était des peanuts. Oui, puis c'était pas, j'oublie le montant exact de la Gaspésia. Je pense que c'était 300-400 millions. Quelque chose comme ça. C'était gigantesque pour l'époque. C'était même en pourcentage du PIB aujourd'hui, juste dire ça de même, le 10 quelques milliards là, qui est donné. Le PIB du Québec, je veux juste être sûr de dire le bon chiffre. Ce projet aurait coûté 465 millions. Et finalement, on a englouti 750 millions. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Le sunk cost fallacy dans ces subventions-là est extrêmement pertinent dans cette histoire-là, dans le sens que la journée que le gouvernement commence à donner de l'argent, la Davy, je pense que c'est ce qui s'est passé à Lévis pendant bien des années, tu as commencé à donner de l'argent, tu t'es enlisé dans tes problèmes, l'entreprise continue à avoir des difficultés financières, tu te sens obligé de continuer à en remettre parce que tu ne veux pas avouer que tu as fait une gaffe initialement de mettre de l'argent là-dedans. La Gaspésia, vite, j'ai un article rapidement, c'est exactement ça qui est arrivé. Là. Ce projet aurait dû coûter 465 millions, mais il a finalement englouti 750 millions selon un document de la Société générale de financement.
Classé strictement confidentiel. Hey, c'est pas des secrets d'État, ça, là. Fait que peux-tu... Ça en est frustrant là, qu'on doive répéter parce que toi et moi, on est des disques brisés là-dessus. Là. Pour les Ben oui. auditeurs, peut-être qu'on est en train de donner des détails que vous n'avez pas entendus avant, mais Yann puis moi, ça fait quoi? On se connaît depuis 2006, 2007, quelque chose comme ça. Je pense qu'on parlait de la même chose à l'époque. Tu sais, quand j'avais... Écoute, à cette époque-là, j'avais même des cheveux. Hein, man, ça fait 18 ans. J'avais des cheveux. Tu le disais dans l'illusion tranquille de Joanne Marcotte en 2005. Ah mon Dieu, oui, hey, tu me ramènes en arrière comme faut. Là c'est concret. Là. Avant, c'était comme c'est quelque part dans le passé, mais là, tu me fais mal. Le montant total, c'est 10,5 milliards le total qui est annoncé, tout programme confondu par notre ami Fitz. Ouais. Ben écoute, cette subvention-là est égale à 2,2 de l'économie québécoise. Une entreprise. Oui. Fait que là, puis tu m'as dit c'est 750 millions pour la Gaspésia, puis ça, c'était à l'époque que l'économie québécoise faisait 239 milliards. Fait que... Le Fonds de solidarité de la FTQ était impliqué jusqu'au cou. La FTQ Construction se sentait chez elle. Parce que ça, c'était ça à l'époque. Hein? Les gros financements, c'était lié directement aux syndicats dans le temps. La Gaspésie, c'est un chantier FTQ, disaient les délégués syndicaux à ceux qui le contrariaient. Les entrepreneurs qui osaient se présenter avec des travailleurs syndiqués de la CSN ou de la CSD devaient tourner les talons ou s'en défaire pour embaucher des full patch de la FTQ. Cela heurtait les travailleurs locaux. Écoute, la Gaspésia, là, ça en est frustrant. En ordre de grandeur, là, juste pour vous dire, puis là, la proportion qu'on essaie de garder, c'est en pourcentage de l'économie. Le montant que Yann me dit sur la Gaspésia, le 750 millions final, 5 milliards pour notre Nordvolt, ne va pas avoir d'autres. Il n'y aura pas d'autres quémandages après celui-ci. À l'époque, c'était 0,3 de l'économie que ça représentait. Aujourd'hui, c'est 2,3. En ordre de grandeur, là, le projet aujourd'hui, c'est clairement, probablement même. Quand notre ami Fitz disait que ça sera plus gros que la Baie James, c'est effectivement plus gros que la Baie James. Mais tu sais, l'article que je te parle. Prototype 7 fois plus gros. L'article que je te parle sur la Gaspésia, un fiasco inévitable. 7 mars 2012, Michel Hébert. Michel Hébert nous manque. Là. Oui, moi aussi. S'il y avait bien un journaliste qui travaillait fort à l'Assemblée nationale pour débusquer bien des affaires, c'était lui. Puis, j'ai de la difficulté à penser que Nordvolt serait arrivé de l'époque de Michel Hébert. C'est très optimiste, mettons. Ouais, quand même, mais c'est parce qu'on est rendu quand même. Tu sais, la table a été mise pour que Legault puisse faire ça, dans le sens qu'il y a un laisser-aller du côté des journalistes qui est tout simplement incroyable. Regarde, je vais te montrer. J'ai vraiment l'intention de te faire choquer aujourd'hui. Je vais te montrer la page d'accueil. J'ai quand même étrangement, je suis assez paisible aujourd'hui. La page d'accueil de Radio-Canada, OK? Fait que ici, RDI. Nordvolt s'implante au Québec. Entrevue avec Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne. Les plus gros investissements privés de l'histoire du Québec. Filière batterie, jusqu'à 7,3 milliards d'argent public pour Nordvolt. Le plus gros investissement privé de l'histoire du Québec. Et le pire, je pense, c'était Gérald Filion qui faisait exactement ce que François Legault voulait. Je vais vous donner le titre ici. Analyse d'un grand économiste, Gérald Filion. Filière batterie, un geste tout simplement historique. Il n'y a personne qui a la chienne, man. Ben, Ils sont tous confiants que ça va marcher. Ben écoute, si ça marche, je suis bien content, dans une certaine mesure. Mais la réalité, c'est que en quoi est-ce que Pierre Fitzgibbon est différent de Rodrigue Tremblay, qui était un PhD en économie, qui était professeur à l'Université de Montréal, de Rodrigue Biron, qui était un industriel, de Gérard Tremblay, de Jacques Daou, de Bernard Landry? C'est quoi la différence entre... Il a été capable, lui, c'est une créature qui est omnisciente, qui est descendue des cieux, qui nous a donné, non seulement nous a donné, qui a été imbu d'une connaissance infinie, mais aussi d'une capacité infinie à faire fonctionner des projets.
non, c'est dur de croire que Pierre Fitzgibbon est si exceptionnel que ça, à toute fin pratique. Tout ce que c'est un ministre de celui qui octroie des cadeaux à des gens qui sont politiquement connectés. Et il satisfait ces gens-là qui sont capables de jouer le jeu politique. Il y a des entrepreneurs politiques, pas des entrepreneurs de marché. Et ce qui va se passer, c'est que cet investissement-là, s'il réussit, super, mais le vrai test, c'est est-ce qu'on aurait fait mieux de juste placer l'argent à la bourse, donc de juste réinvestir cette somme-là dans, par exemple, la caisse de dépôt et de placement pour faire en sorte que la RRQ soit mieux financée dans l'avenir. Non, mais Vincent, regarde, à l'époque, on nous disait tout le temps. Non, attends un peu. Parce que ce qu'ils vont nous dire, c'est que ce qui va se passer, c'est ça que je vais dire qui va se passer. Si ça ne perd pas d'argent, ils vont dire, tu vois, ça n'a pas perdu d'argent. Mais ils ne vont pas nous dire. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. Ils ne vont pas nous dire si, mettons que ça fait 2 % de profit par année. Ils ne vont pas nous dire si ça aurait mieux fait de juste réinvestir dans les régimes de retraite. Le coût d'opportunité. Ils ne vont pas nous dire le coût d'opportunité. Ils ne vont pas nous dire cet aspect-là. Et non seulement ça, mais l'exemple classique, je ne sais pas si les gens ne se souviennent pas de la SGF, mais la SGF, la Société générale de financement, qui a été éventuellement fusionnée avec Investissement Québec, on a tapé dessus tellement pendant longtemps à l'Institut économique de Montréal, puis à la fin de ces jours, on avait dévoilé que leur rendement, quand tu creusais tous les rapports annuels, puis toutes les informations, c'était caché, c'était sloppy, c'était mal fait. Puis on a réussi quand même à tout mettre de l'ordre là-dedans. Et on est arrivé qu'ils avaient un rendement inférieur de moins 1 % par année. Présentement, ce qui risque de se passer, c'est que le gouvernement va cacher ces informations-là ou va essayer de rendre ça plus obscur que ça va être. Et je te garantis qu'au final, tu vas avoir le même type de flop, puis ça va être difficile, 20 ans de maintenant, d'évaluer à quel point ça a réussi ou pas réussi. Et ils vont juste se rappeler, regarde, tu vois, c'était ambitieux. Parce que c'est ça qu'ils vont toujours finir par dire. À la fin, ça va finir comme le moteur roux. Tu vois, on avait de l'ambition pour le Québec. Puis c'est plate que ça n'a pas marché. Puis si ça n'a pas marché, en passant, c'est pas à cause de moi, le ministre. C'est à cause qu'il y avait des gens dans l'opposition ou des facteurs externes où les gens n'étaient pas assez bons pour comprendre ma vision. C'est tout le temps des affaires de même que ça finit. C'en est insultant. Puis Gérald Filion devrait honnêtement prendre une brosse à dents puis se laver à la bouche après avoir fini de licher des bottes comme ça. Parce que pire, c'est le pire lichage de bottes que j'ai jamais lu dans un titre. Là. C'est le pire lichage de bottes. Ça montre aucune connaissance de l'histoire économique du Québec. C'en est... Mais Gérald Filion, ça fait assez longtemps qu'il est en poste dans les nouvelles économiques au Québec pour avoir vu ces fiascos-là un après les autres. Je veux dire, il y a assez d'expérience pour savoir que des flops gouvernementaux, il y en a eu un puis deux. Là, tu as un problème de diversification. Je veux dire, on a mis carrément le budget annuel de subvention dans une seule entreprise. C'est hallucinant, là. Un budget d'un an là, dans une seule entreprise. Qu'est-ce qui arrive si demain matin, les autos électriques, c'est fini puis on passe à autre chose? Ça va faire patate. Puis tu sais, je trouve qu'on est sorti du playbook habituel aussi. Ce qui me surprend un peu de François Legault, tu es obligé de te le dire, là. Ça me surprend de lui parce qu'on sait que François Legault, c'est un nationaliste économique. Lui, quand il est rentré en 2018, ce qu'il disait aux gens, puis dans le temps, là, François Legault, c'était pas le pire des politiciens là, quand tu regardais son programme électoral. Il y avait plusieurs choses qui étaient intéressantes pour des gens comme nous. Moi, ma grande crainte que j'avais à cette époque-là, puis je le disais dès 2018, même si j'ai voté pour lui en 2018, c'est ce gars-là voulait protéger les fleurons québécois, voulait protéger les sièges sociaux. Il voulait s'assurer que les entreprises restent au Québec. Donc, il était prêt à tout prix à financer des entreprises québécoises pour que les sièges sociaux restent ici. Exemple, Rona, par exemple, des choses comme ça. Mais ça, Nordvolt, ça sort de son playbook. C'est pas ça, lui, de son côté. Le playbook habituel au niveau des subventions, du temps, ça remonte à Bourassa puis ces premiers ministres-là, c'était les emplois. On veut créer de l'emploi au Québec. Nordvolt va créer à peu près 4000 jobs. Donc, quand tu prends les montants de subventions qui sont octroyés pour 4000 jobs, tu es dans une situation où est-ce qu'on aurait dû donner des chèques aux gens, là. Ça aurait été beaucoup plus efficace. C'est quoi? C'est un ordre de grandeur qui est dans les millions de dollars, là. Fait que tu es vraiment là, tu es là, tu dis, OK, c'est pas sauver les sièges sociaux québécois. C'est pas la création d'emplois au Québec. Qu'est-ce qui motive François Legault? Moi, ce qui me fait capoter, c'est que j'ai l'impression qu'on est rendu
avec une personne qui se voit plus grande qu'elle est. Son objectif, puis malheureusement, Gérald Filion tombe dans le panneau, Ah oui, comme faut. c'est qu'il soit vu comme Jean Lesage. François Legault égale Jean Lesage. C'est une nouvelle ère pour le Québec. Les Québécois pensent que Jean Lesage a créé l'hydroélectricité quasiment. Là. Tout le monde est persuadé que tout notre pouvoir qu'on a économique provient de cette hydroélectricité-là. C'est tout grâce à Jean Lesage. François Legault s'est mis dans la tête qu'il allait écrire les livres d'histoire. Il allait faire partie de l'histoire, non pas comme un des premiers ministres, mais the premier ministre québécois. Ouais, ben, écoute, c'est en même temps, il peut se penser original, mais je peux faire. OK. Voici la chose là, qui ne devrait pas être dit. Il n'y a rien d'original là-dedans, pour 2 raisons. Un, c'est l'ère de l'époque présentement parce que tout le monde panique à propos de la Chine, puis les microprocesseurs chinois, puis les technologies, puis là, ils s'inventent des créations nationales, puis aux États-Unis, c'est maintenant la forme il faut une politique industrielle, puis c'est largement motivé sur une sorte de nationalisme sécuritaire. C'était inévitable que ça allait finir par se déplacer vers le Québec dans une forme différente. Donc, il n'y a rien vraiment ici qui fait en sorte que François Legault est extrêmement visionnaire. Il est dans le même cadre que le républicain moyen aux États-Unis qui dit que we must have an industrial policy because China is rising. Okay? Puis ça, tu as raison, parce que le seul argument qu'on reçoit des caquistes hier pour nous dire que c'est une bonne chose qui est arrivée, c'était si on ne se baissait pas les culottes comme ça devant Nordvolt, c'était les Californiens qui le faisaient, puis c'était eux qui obtiendraient l'usine. C'est le même, c'est juste une variante de la mode présente du nationalisme économique. La deuxième chose, c'est quand tu revois les analyses, les méta-analyses, généralement, il y a certains programmes qui ont l'air de fonctionner en termes de politique industrielle. Toute la littérature dit bien, les programmes qui sont les mieux conçus ont l'air de fonctionner. Mais en réalité, ce que ça veut dire, quand ils disent ça, c'est que la réponse que quelqu'un a faite, puis que j'ai trouvé toujours particulièrement bonne, c'est que si tu choisis dans n'importe quel, au nombre de programmes que le gouvernement fait de politique industrielle, par accident, tu vas en trouver quelques-uns qui ont fonctionné. Puis là, tu essaies de trouver c'est quoi qui est distinct des autres. Puis quand tu prends la moyenne de tous les programmes gouvernementaux, donc là, quand tu prends les méta-analyses, oui, il y a l'air d'en avoir certains qui ont l'air de fonctionner, mais en moyenne, ils sont des flops. Ils sont des gros flops. Mais quand tu gères une entreprise, Vincent, là, les gens n'ont pas idée comment l'équilibre est vraiment mince entre une entreprise profitable et une entreprise qui a des problèmes financiers. Dans le sens que la quantité de revenus qui rentre n'est pas importante. Ce qui compte, c'est réellement de créer un écart entre tes revenus et tes dépenses. C'est ça qui va te servir de profit éventuellement, puis qui va assurer la pérennité à long terme de ton entreprise. Mais la marge est très mince entre les deux. Seule affaire, c'est quand tu arrives avec des méga subventions comme ça. Au début, on pensait que c'était juste 1,6 milliard que Québec avait donné, ce qui représentait à peu près 20 du projet de Nordvolt. Écoute, moi, si tu me dis demain matin, dans mon entreprise, toutes les idées qui me passent par la tête, je suis capable de les financer à hauteur de 20 avec une aide gouvernementale, il y a une chose qui va arriver qui est très simple. J'en ai beaucoup d'idées dans ma tête. D'habitude, pour m'assurer de garder une marge de profit intéressante dans ma business, je commence toujours par la priorité de ce qui est le plus payant. Puis s'il me reste des liquidités, s'il me reste une marge de manœuvre, s'il me reste une marge de profit intéressante, puis j'ai un nouveau projet, par exemple, engager un employé. Si j'ai ce projet-là que je veux faire, puis je pense que je suis capable de financer son salaire en coupant une partie de mes profits, mais qu'à long terme, ça va réaugmenter mes profits, je vais le faire. Si par contre, j'ai l'impression que je vais couper une partie de mes profits, mais qu'à long terme, ça ne changera rien, je ne le ferai pas. Par contre, si 20 de son salaire est subventionné par une subvention, ben, il y a des bonnes chances que je décide d'engager un employé qui n'aurait pas été rentable dans un contexte normal. Donc, est-ce que j'ai pris réellement une bonne décision? La réponse est non. La réponse est définitivement non. Je n'aurais pas dû le faire. Ce n'était pas une ressource que j'avais réellement besoin parce que ce n'était pas une ressource qui était suffisamment profitable dans le contexte de mon entreprise. C'est de même que ça fonctionne. Les seuls projets qui sont réalisés par les entreprises et les entrepreneurs sont d'abord et avant tout ceux qui sont les plus rentables. Naturellement, si tu tiens à l'équilibre fragile nécessaire pour la pérennité d'une entreprise, c'est ce que tu dois faire. Les subventions viennent twerker cette affaire-là. Oui, bien en fait, ça montre quelque chose. Ça, c'est un truc. En fait, il y a deux choses que
que je veux pouvoir dire, là, que ton point est vraiment, il y a une subtilité dedans que j'aime vraiment beaucoup. C'est que lorsque une banque décide de financer ou non, ou des gens qui sont des investisseurs privés décident de financer ou non, le taux du marché d'intérêt, ça va être le risque tel que perçu. Oui. Si le projet ne se réalisait pas sans l'aide de l'État, c'est-à-dire que le marché percevait le risque trop élevé relativement à la possibilité. La réponse du gouvernement, c'est que nous, on peut emprunter pour moins cher que les autres. Donc, si on contribue en partie, on réduit les risques pour les autres. Et donc, les gens vont souvent dire, le gouvernement est capable de se financer pour moins cher. Donc, le coût du capital est plus bas pour les gouvernements. C'est pas vrai, ça. C'est le grand mythe. Parce qu'au final, le contribuable n'a pas consenti à prendre le risque que ça floppe. Il n'y a pas d'opinion à donner, le contribuable là-dedans, ou s'il y en a à donner, il est très minime lors des élections, et ce n'est pas sur ça qu'il va voter. Donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement est en train de subventionner la prise de risque, et celui qui paye le risque, c'est le contribuable, parce que si ça floppe, lui va se retrouver avec c'est un transfert de risque qui s'est passé. C'est lui qui va se retrouver avec devoir soit avoir des coupures de services dans l'avenir ou une augmentation des taux d'imposition sur lesquels il doit travailler. Donc, au final, c'est ça qui vient de se passer, c'est que le marché vient de te dire qu'à 7 d'intérêt, ça ne vaut pas la peine de faire ce projet-là. Mais si le gouvernement vient contribuer à ça puis réduit un peu la quantité que je dois prêter, là, c'est moins stressant. Oui, mais la personne qui vient de payer, c'est le contribuable futur qui va se retrouver avec un risque de plus de taxes. Dans le scénario que tu décris là, c'est que la banque n'était pas prête à prendre le risque à 7 d'intérêt parce qu'elle se disait non, le projet ne fait pas de sens. Maintenant qu'il y a 200 millions qui ont été bouffés par le gouvernement, là, mon risque a été diminué. Donc, on a diminué le risque de la banque. Puis là, ils disent OK, à 7 je suis prêt à prêter pour le projet maintenant parce qu'il y a un risque qui a été assumé par les contribuables. Ouais. Le risque n'a pas. Puis l'actionnaire, lui, dans toute cette histoire-là, il devient carrément indifférent à faire ou pas le projet. Parce que lui, sa business était rentable avant. Sa business est rentable après. C'est juste que maintenant, il vient d'activer un projet qui n'aurait pas été rentable dans des conditions normales. Mais là, grâce à l'aide gouvernementale, il vient de faire un projet de plus. Ouais. En fait, la raison que la banque est hésitante, c'est qu'un projet qui est très gros fait un très gros part de ses actifs, de ses prêts. Puis là, tu n'as pas envie d'avoir tous tes œufs dans ce panier-là. Quand le gouvernement arrive, ce que tu fais, c'est que, OK, oui, il est quand même le même niveau de risque que j'assume, mais comme il est une plus petite partie de mon portefeuille d'actifs, s'il fait faillite, c'est un moins grand risque pour moi, pour l'entièreté de ma firme. C'est ça la vertu. On a pris le risque de la banque. C'est même pas l'actionnaire. On a pris le risque de la banque. Oui. On l'a transféré au contribuable. Oui, bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux subventions, en fait. La subvention, la première va à l'entreprise. Il y a une subvention indirecte à une banque qui va participer à faire des revenus de ça. Puis, dans toute cette histoire-là, le banquier, il est satisfait dans le sens que s'il a accepté de financer le projet, c'est que dans son analyse de risque, il était correct. Donc, il ne fait pas plus ou moins d'argent. Lui, il est conforme à ce qu'il devait, mais il y a moins de risques. Donc, c'est la raison pourquoi il a accepté son affaire. Donc, il fait le profit exactement comme il voulait le faire, mais avec le risque qu'il est prêt à prendre. L'actionnaire, lui, dans cette histoire-là, il n'a pas pris plus ou moins de risques. Il a fait un projet qu'il n'aurait pas dû faire normalement. Par contre, ou qu'il n'aurait pas été capable de faire. Exactement. Par contre, des trois intervenants, la banque, l'actionnaire, le gouvernement, le transfert de risque s'est fait de la banque vers le gouvernement et le profit réalisé par cette prise de risque-là ne va être engendré que par l'actionnaire. C'est fréquent quand tu y penses. Là. Oh oui, c'est très... Moi, je trouve ça absolument sidérant. Mais en plus de tout ça, il y a un truc qu'ils ne vont jamais dire. C'est qu'une fois que le gouvernement fait une subvention comme ça, là, le comportement des autres entrepreneurs autour va changer. Il y en a plein qui vont vouloir faire de l'activité autour de ça, qui vont rediriger vers ça. Parce que ça, c'est la partie là, que les gens haïssent quand les économistes parlent. Il faut que tu considères l'équilibre général. C'est-à-dire qu'une fois que tu as changé un prix, parce que c'est ça que tu viens de faire, ce que tu viens de changer, c'est le prix de l'activité des batteries. Donc, tu viens d'en subventionner plus. Donc, les secteurs auto vont se substituer de d'autres services qu'ils faisaient pour d'autres entreprises, vont le distribuer vers ça à la place. Donc, tu as d'autres activités qui vont grossir de manière inefficace et d'autres secteurs qui vont devoir se contracter. Tu vas aussi avoir plus d'entrepreneurs qui vont maintenant dépenser des ressources pour faire de la recherche de rente, pour essayer d'aller lobbyer le gouvernement. Engager un courtier en subvention. Engager un courtier en subvention. En fait,
je me souviens, l'annuaire des subventions dont je te parle, il y a quand même beaucoup de monde qui travaille là-dessus. C'est beaucoup de travailleurs qui pourraient être en train de faire quelque chose de beaucoup plus productif que s'assurer que les subventions aillent aux personnes qui sont prêtes à payer le plus cher l'annuaire en question. C'est ça que c'est au final. Tout ça, ça va avoir un coût sur l'activité économique du Québec parce que quand tu embauches quelqu'un à faire quelque chose de lobbying, tu es en train de dépenser des ressources sur d'autres finalités que l'activité de produire quelque chose de vraiment productif. Donc, même si le projet est rentable en soi, donc disons il fait 7 OK? Puis qu'il bat le coût d'opportunité, ça ne veut pas dire que le bénéfice net sociétal du projet est de 7 Fait que, mets la barre élevée. Est-ce qu'on croit vraiment que ce projet-là va faire plus que 7 C'est dur à croire, honnêtement, parce que ça veut dire que le ministre pense qu'il est capable de battre le marché en moyenne. I don't believe that. Parce que si ça pouvait battre le marché, les banques l'auraient financé sans aucune hésitation. Oui. OK? Oui. 2, ça ne veut pas dire que même s'il atteint 7 que c'est socialement bénéfique. Pour vrai, peut-être que le vrai rendement social est en bas de 7 donc ça aurait été mieux de juste prendre de l'argent et de le mettre dans un compte de banque. Exemple, McInnis à l'époque. McInnis était dommageable, terrible pour l'environnement. En plus, faisait une compétition déloyale à d'autres cimenteries qui étaient déjà implantées et qui ont eu des difficultés financières à cause de l'arrivée de McInnis. Ça, c'est le bout aussi qu'on néglige tout le temps. Puis je pense que, je vais essayer de retrouver l'article, mais quand Lyon Électrique a été subventionné puis on a changé les règles pour forcer du monde à acheter des autobus électriques, il y a un constructeur d'autobus québécois qui a été dans le trouble. Là. Ah, écoute, moi, je te mets à 90% les chances que ça finisse dans un flop monumental, 5% de chances que ça finisse dans un flop, puis 5% de chances qu'on sorte even. Regardez ici l'article, je vais sortir ça, ce ne sera pas bien long. C'est Girardin, je pense, l'entreprise qui a eu du trouble avec Lyon Électrique. Tu sais, je veux dire, on a-tu mis de l'argent dans Lyon Électrique? Oh oui, puis non seulement ça, mais à travers tous les projets du ministre Fitzgibbon, je te garantis que celui-là, même lui, ne va pas être rentable. En moyenne de tous les projets, il risque d'empirer sa moyenne qui était déjà pas fameuse. Québec accusé de favoritisme envers Lyon. Très grande iniquité, incompréhensible et impact négatif catastrophique. Les principaux constructeurs et concessionnaires d'autobus scolaires du Québec ne mâchaient pas leurs mots mardi en accusant le gouvernement Legault de favoriser injustement Lyon Électrique, une entreprise de Laurentides, avec son nouveau programme de subvention d'autobus scolaires électriques. On va le pousser parce que je le trouve important, cet article-là, dans cette histoire-là. C'est une attaque en règle qu'ont livré le maire de Drummondville et des dirigeants d'autobus Girardin et d'autobus Thomas, les deux principaux joueurs du marché des autobus scolaires au Québec, lors d'une conférence de presse depuis la salle du conseil municipal du Centre du Québec. D'un seul coup, un concessionnaire de Saint-Jérôme, qui détient actuellement 1% des parts de marché, se voit attribuer sur un plateau d'argent 80% du marché, et ce, sans effort, a dénoncé Michel Dano. Le gouvernement Legault a annoncé à la fin avril une modification à un règlement afin d'octroyer une subvention pouvant aller jusqu'à 150 000 $ pour chaque autobus scolaire entièrement électrique, acheté et assemblé au Québec. Ça, c'est le mot-clé dans l'histoire. Acheté et assemblé au Québec. L'objectif est de créer un incitatif pour atteindre sa cible d'électrification de 65 %. Selon M. Dano, Québec a décidé de créer un monopole en éliminant d'un seul coup la libre concurrence. Le nouveau règlement, a-t-il dit, représente un favoritisme évident, ayant pour conséquence de diriger les achats chez un seul concessionnaire, je vous rappelle, lourdement subventionné par l'État. Son entreprise trouve aberrant que l'industrie du transport scolaire ait 60 jours pour faire la transition vers le 100% électrique, alors que l'industrie automobile dispose de 15 ans. Tu sais, c'est vraiment déshabiller Pierre pour habiller Paul. Oh, et puis ça finit toujours par être des flops. Mais écoute, je peux-tu te conter une petite histoire? Je pense les deux entreprises de la ville de Drummondville, là, les autobus, là, qui occupent 80% du marché présentement, embauchent un total de 650 personnes. C'était quoi la subvention? Ben, c'est pas une subvention, c'est un changement de règlement qu'ils ont fait. En fait, non, mais Lyon Électrique avait reçu une subvention. Oui, ben, ils ont été subventionnés, ils ont eu des prêts. Le gouvernement est jusqu'au cou dans Lyon Électrique. Là. Puis okay. Lyon Électrique en bourse, by the way, ça fait ça de même. Ça plante cette affaire-là. Il n'y a personne qui y croit vraiment. Là. It's huge, gigantic, it's gonna work.
Je suis pas Frank. Je peux pas faire des imitations. Mais la base, c'est que le gouvernement, tu sais, quand je te parlais du sunk cost fallacy, je pense que ça, c'est le meilleur exemple. Oui. Le gouvernement est deep shit jusqu'au cou dans Lyon électrique. Il y a tellement mis d'argent là-dedans qu'il faut que le projet marche. Mais le projet, il ne marche pas. Les actionnaires, ils croient de moins en moins parce que le stock n'arrête pas de baisser en bourse. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise son pouvoir législatif pour aller plus loin. Dire, en plus de vous avoir subventionné, on va aller changer la loi. On va obliger les constructeurs, on va obliger en fait les gens qui achètent des autobus scolaires à acheter, ou on va subventionner les gens qui ont des autobus scolaires pour 150 000, mais pour avoir la subvention, il faut que l'autobus soit construit avec des parts construites au Québec. La seule entreprise qui a ça, c'est Lyon Électrique. Non. Parce que ce qu'on comprenait, c'est que les autobus Girardin puis Thomas, de leur côté, utilisaient des parts qui venaient de l'extérieur, des parties d'assemblage qui venaient de l'extérieur du Québec. Donc, automatiquement, leurs autobus étaient disqualifiés du programme de subvention de 150 000 du gouvernement. C'est à lever le cœur, Vincent. Là. Non, mais écoute, l'histoire que je veux compter, là, c'est comme, tu sais, je sais pas c'est quoi le mot en français, cautionary tale. Dans les années 80, quand toi puis moi, on était des petits bébés. Des histoires de prévention. Ouais. Quand toi et moi, on était des petits bébés, OK, qu'on se promenait en couche chez nos parents, là, les gens capotaient sur le Japon. Parce que le Japon était rendu une super puissance économique. La croissance du Japon était super rapide. Et tout le monde tripait sur un truc que le Japon faisait, c'était le MITI. Le MITI, c'était le ministère du Commerce international et de l'Industrie. Et c'était un ministère à toute fin pratique duquel Pierre Fitzgibbon ne peut que rêver. OK? OK? Juste te donner un ordre de grandeur. Ce ministère-là, ce qu'il faisait... Comment il s'appelait le MITI? MITI. C'était... Tu avais des livres. Ça, il faut vraiment que tu sois un historien économique pour savoir ça. Tu avais des livres qui sortaient. Tu avais plein de consultants industriels qui allaient au Japon et qui disaient c'est la raison que le Japon fonctionne, alors que la raison que le Japon fonctionnait, c'est qu'il partait de plus loin en arrière. Puis ils étaient capables de juste faire ce qu'on appelle du leapfrog. Tu es juste capable d'adopter des technologies de l'Occident puis de les apporter chez vous. Hey. Puis en plus, ben, après la guerre, quand tu as une destruction aussi massive, tu peux te reconstruire beaucoup plus rapidement. Donc, c'est normal que tu aies de la croissance super rapide. L'Allemagne avait à peu près la même croissance que le Japon. Ce n'était pas particulièrement impressionnant. Vincent, les édifices gouvernementaux, faut-tu vraiment que ça se ressemble tout? Oui. Il faut que ça soit vraiment... Tu me dirais que ça, c'est sa grande allée à Québec, je le croirais. Là. Ah, moi aussi. Mais écoute, ce ministère-là, qui est le MITI au Japon, le MITI était à toute fin pratique un ministère des subventions. Il essayait d'aider des secteurs industriels, de façonner la politique industrielle. Puis tout le monde était convaincu que... puis écoute, il y avait tellement de gens qui allaient là écrire ça. Tu avais un gars dans les années 80, il avait écrit un livre super connu, il s'appelait Chalmers Johnson. Puis il disait, c'était l'État qui fait le développement. C'était le rêve. Puis tu avais un ministre du Labor aux États-Unis, secrétaire du Travail, Robert Reich, qui tripait là-dessus. Là. Tout le monde capotait. Tu avais tellement de livres là-dessus. Tu avais même des Tom Clancy qui avaient fait autour de ça, tellement que ça faisait des sortes de mini-complots. Puis ça a floppé. Parce qu'à un moment donné, ce qu'ils ont réalisé, c'est que toutes ces entreprises-là n'étaient pas particulièrement plus productives qu'elles étaient. Tu en avais quelques-unes qui étaient des cas à exception, mais la plupart étaient des dinosaures. Et aujourd'hui, depuis les années 90, le Japon étant pas énormément de croissance, ne croît pas particulièrement vite. Il y a d'autres facteurs comme le vieillissement de sa population, il y a d'autres facteurs qui jouent. Mais un des facteurs qui est joué et que plusieurs personnes pointent, c'est que tout le rent-seeking qui s'est produit, toute la recherche de rente, tout le lobbying qu'il y a eu, a créé une économie sclérosée qui n'est plus capable de s'ajuster. Tu n'as plus le même entrepreneuriat qui est disponible et donc tu as une économie qui n'est plus capable de se développer. Cet état industriel que les gens avaient l'air de triper dans les années 80, on l'a oublié, on va tout l'effacer, ça n'existe plus. Toutes les conneries qu'on a dit, toutes les choses, on va oublier toutes les prédictions qu'on a faites qui ne se seront pas matérialisées et on va oublier la leçon. Mais la réalité, c'est que la leçon est toujours là, le livre est toujours là. Ce ministère-là, ces efforts-là ont été un flop monumental qui a été observé uniquement que très, très longtemps après. Donc, c'est pour ça que quand je te disais tantôt que présentement, Pierre Fitzgibbon, il est content. C'est lui qui va avoir l'air d'une sorte de héros. Et à l'âge qu'il a, il risque de décéder avant qu'on réalise la totalité des coûts économiques du flop qui est oublié. Ça, c'est mon et point. Non seulement ça,
Mais il n'y a personne qui va comprendre que c'était lui, puis ces niaiseries qu'il a faites qui vont avoir causé ces effets-là, que la folie des grandeurs de dire que c'est à nous de choisir l'activité industrielle, ça va flopper. Alors que quand tu regardes qu'est-ce qui a réussi, parce que tu as des alternatives juste à côté, Hong Kong n'a jamais eu son ralentissement. Hong Kong est exactement comme le Japon en 1945, mais il n'y a pas d'État industriel à Hong Kong. Tu fais ce que tu veux. Hong Kong a eu une croissance continue. Et si les Britanniques, et ça, c'est la chose que j'avais toujours blâmé Thatcher d'avoir fait, d'avoir cédé Hong Kong aux Chinois, elle aurait pu refuser le bail. Maudit, là-dessus, elle avait Pour vrai, tort. ça? Oh, oui, oui, à la fin, elle a cédé là-dessus. Puis je vais pour toujours la blâmer d'avoir assujetti les gens de Hong Kong pour toujours à la tyrannie du régime communiste chinois et avoir tué la plus belle expérience de liberté humaine qu'il y a jamais eu. OK? Donc, là-dessus, c'est son plus grand débit que je lui enlève. Mais Hong Kong a continué sa croissance bien après que celle du Japon s'est effondrée. Corée du Sud avait essayé la même chose que le Japon et éventuellement a essayé de retraiter de là-dessus. Et c'est quand il y a eu le début de la retraite là-dessus que la Corée du Sud a eu une accélération de croissance. Tu ne peux pas faire du développement économique avec l'État parce que l'État n'est pas bon pour choisir des gagnants. Il est juste capable de regarder dans le rétroviseur à qu'est-ce qui a fonctionné, alors que la définition de la croissance économique, c'est de regarder en avant, d'essayer d'innover puis de prendre un risque. L'État n'est pas capable de choisir ça. Ce n'est pas son profit qui est en jeu. C'est pas l'entrepreneur, lui, a un intérêt à faire ça. J'ai L'État fait n'est une pas bon demande pour de, choisir ça. j'ai fait une demande de subvention dans ma vie. On ouvrait notre bureau. Shame on you. Ah non, mais c'était spécial, c'est une belle histoire. Ben, une belle histoire, pas tant. Là. Mais j'ai fait une demande de subvention parce qu'on ouvrait notre bureau à Cabano, au Témiscouata. Moi puis Mathieu, les deux propriétaires de la business, on vient de cette région-là. Fait que, on trouvait ça cool. On ouvrait un bureau. C'était pas trop des frais. On allait travailler là un peu. Fait qu'on se disait peut-être qu'on aurait de la business à développer là. On est des gars de la place. Notre nom est connu un peu. Fait que je m'étais informé à la petite station de radio locale, CFVD, pour faire une petite campagne de pub pendant une période réelle. C'est quoi de bien simple? Un genre de... Je pense que c'était 8 000 $. Non, c'était 4 000 $ au début. Puis quand j'ai parlé au vendeur de publicité, il dit là, mais là, tu devrais faire ta demande à... C'est-tu SADC ou CDL, en tout cas, une patente de ta gosse là, qui donne des subventions. Il dit tout le monde qui place de la pub chez nous reçoit une subvention. Ah, OK. Puis là, on commence à taponner un peu là-dedans, on commence à remplir les formulaires. Puis ce qu'on comprenait, c'est que notre budget de 4 000 $, on pouvait le faire passer à 8 000 sans frais. Fait que, notre publicité devenait une publicité de 8 000, mais j'en payais juste 4 000 en réalité. Finalement, on n'était pas éligible parce que, de ce que je comprenais, c'est que... ah oui, c'est ça. On faisait nos demandes genre au mois de novembre, mais nous autres, la campagne de publicité, c'était pour janvier-février. Puis on n'avait pas le temps de se faire approuver à temps parce qu'il fallait que l'organisme local se réunisse. Puis il y avait une réunion par mois. Puis c'était comme le 25 novembre la dernière. Fait qu'il n'y avait pas le temps de préparer la documentation pour ça. Puis il n'y en avait pas le 25 décembre. Quelque chose de même, pas de raison évidente. Fait que la seule réunion où on pouvait se faire approuver, c'était le 25 janvier, mettons. Quelque chose de même. Puis en plus, le gars du CD, je ne sais pas si c'est CDL ou SADC, peu importe. Il m'avait répondu, il dit ouais, une entreprise de services financiers, je ne suis pas sûr que ça se qualifie, il va falloir fouiller. Puis tout. Puis à un moment donné, ça a fait à égard. On a cette subvention, mets-toi là à profond. Là, notre campagne de publicité de 4 000, elle va rester une campagne de publicité de 4 000. Fait que c'est une longue histoire, mais j'avais tellement trouvé ça chiant. Là. J'étais là. Puis là, à un moment donné, j'étais là, je dis, le gars, là, il a pris du temps pour me répondre. Puis, tu sais, entre les courriels, il y avait tout le temps 3-4 jours. Puis c'était tout le temps des Christy de réponses, ça de longue. Là. Je dis, man, si, t'as mis combien de temps sur ce courriel-là pour me dire qu'en bout de ligne, je n'étais pas éligible? Là, t'es là, tu dis, OK, on paye des gens pour analyser des demandes de subvention qui sont parfois refusées pour en réalité que le poste de radio puisse me chercher 2 fois plus cher pour les pubs. Parce que grosso modo, c'était ça. Là. Parce que, tu sais, on n'a eu pas vraiment pour notre argent. Là. Sur 4 000 $ de pub qu'on a mis, là, on a reçu un grand total de 0 appels. Le poste de radio, il n'est pas beaucoup écouté, ou en tout cas, les gens n'écoutent pas beaucoup les pubs. Mais le seul gagnant dans cette histoire-là, c'est que le poste de radio aurait peut-être pu vendre 8 000 $ de pub au lieu de 4 000. Ça a été financé par de l'argent des contribuables pour absolument aucun résultat. Là. En bout de ligne, on n'a pas développé... impact sur le PIB de la subvention potentielle, $0. En fait, non, négatif. Parce que
as dû taxer, donner la subvention, ça veut dire que tu as taxé quelqu'un. Ça veut dire que tu as forcé quelqu'un à travailler moins que il aurait pu travailler autrement. Et donc, ça veut dire que le PIB, en fait, a baissé parce que tu as imposé une perte sèche sur l'économie. Carrément. Fait que, tu sais, on est plus pauvres. Mais Je les suis preuves content pour la s'accumulent. radio, là, par contre. Bon, ouais, mais c'est pas eux autres les méchants dans l'histoire. Là. Non, non. Mais hey, ton affaire de métis, quand même, tu vois que ça écrit beaucoup là-dessus. J'ai juste tapé ça sur Google, puis tu vois qu'il y a plein de textes là, de C'était ce la côté-là. grosse. C'était crazy. Les gens étaient. Écoute, je suis sûr que si je remonte puis j'écris Gérald, juste pour le fun, continue ce que tu allais dire, je vais faire de quoi, Okay. je vais aller dans les archives. Puis... Mais moi, ce qui me fascine, là, c'est qu'on a un historique de subventionnaires gigantesque au Québec. Ça fait longtemps qu'on subventionne de toutes sortes de façons. Puis comme la discussion a montré, on n'a pas peur d'aller d'un tarif hydroélectrique. On n'a pas peur non plus d'aller changer des lois et des règlements pour favoriser certaines entreprises subventionnées. Fait qu'on on a déployé l'artillerie lourde depuis des décennies au Québec et les résultats ne sont pas là. Les résultats ne sont pas là. Le Québec est une économie sous-performante encore parmi ses pairs au Canada, malgré le fait qu'on subventionne plus, malgré le fait qu'on légifère plus en faveur des entreprises, malgré le fait qu'on fait tout pour se baisser culotte pour attirer des capitaux étrangers. La réalité, c'est la suivante. Le Québec est une terre de PME. 98% des entreprises sont des PME, moins de 100 employés. Ce qui veut dire que la plupart des entreprises, s'ils ont droit à une subvention, il n'y a pas un journaliste qui va se déplacer pour aller prendre une photo. C'est ça que ça veut dire. Ben, nos politiciens, eux autres, ils veulent des photos. Hey, Valérie Plante était dans la photo. Juste vous rappeler que Nordvolt, l'entreprise va être à McMasterville. OK? Elle ne sera pas à Montréal. Elle va être à McMasterville. Qu'est-ce que Valérie Plante fait sa photo? Ben, écoute, les photos. Faut participer. Écoute, juste pour rire, là, tu as Croc Magazine. Quand Gérald Tremblay était ministre de l'innovation, de l'économie au Québec, les gens, en fait, dans le temps, ça s'appelait le ministère de l'Industrie. La défense que Gérald Tremblay voulait développer les grappes industrielles, donc des trucs exactement comme on a maintenant, d'avoir une sorte de région où il y a beaucoup d'innovation. On veut notre Silicon Valley. Exactement. Et Croc Magazine, qui était un magazine d'humour dont j'avais oublié le sous-titre. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Il disait « Avec ses grappes industrielles, Gérald Tremblay nous fait passer pour des raisins. » C'est exactement ça. C'est exactement le même. C'est la même chose pour être dite aujourd'hui. C'était pas ça que je voulais faire. Je cherchais. Je me disais 100 000 $ que Gérald Tremblay avait fait une affirmation. Parce que je me souviens d'une affirmation qu'il avait faite. Non, mais grandiose. Que c'était incroyable ce qu'ils avaient fait comme investissement. Que ça allait révolutionner l'économie du Québec. Mais les subventions, là. Les subventions, là. Notre historique de résultats, il n'est pas là. OK, il n'est pas là. Ça crée des tensions. Vous l'avez vu avec Lion Électrique puis Girardin. Ça crée du favoritisme. Ça laisse place à des possibilités de collusion, à la limite même de corruption. Okay? Si vous connaissez le fonctionnaire local qui peut approuver le formulaire, qu'est-ce qui t'empêche de lui offrir une rénovation de cuisine gratuite? Pensez-y, là, 2 secondes. C'est toutes des choses qu'on ne verra pas facilement. S'il y a bien quelque chose qui est facile à cacher, c'est ça. Là. Fait que tu es vraiment dans une situation où tu te dis, ouais, c'est quoi réellement qui favorise l'idée d'octroyer des subventions? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va dans cette direction-là? C'est que vous avez des Christy de bons à rien qui n'ont jamais été capables de gérer une business comme du monde, qui se ramassent à la tête de ministères ou dans la fonction publique, parce que les fonctionnaires ont un gros rôle à jouer là-dedans, by the way. Là. Et ils ont la possibilité de choisir des gagnants, la possibilité d'avoir un impact sur l'économie du Québec. Ils sont persuadés qu'ils ont le rôle grandiose de héros dans l'histoire. Puis ça, c'est vrai. Là. Allez pas penser que Pierre Fitzgibbon, il pense réellement qu'il fait du tort à l'économie québécoise. Allez pas penser que François Legault n'est pas sur un nuage depuis hier, surtout pas avec le titre que Gérald Filion lui a donné hier, Gérald Filion. Ces gens-là sont persuadés qu'ils font le bien. Les fonctionnaires qui approuvent les subventions sont persuadés qu'ils font le bien, mais c'est des gens qui n'auraient pas le guts d'avoir leur propre entreprise. François Legault a déjà été à la tête d'une entreprise qui s'appelait Air Transat.
si vous lisez de la façon que ça s'est terminé avec Air Transat, vous comprenez immédiatement que ce n'est pas le genre de gars que vous voulez avoir à la tête d'une entreprise tant que ça. Là. Juste vous rappeler qu'il a vendu ses actions avant d'annoncer sa démission. Là. Écoute, sais-tu... Juste vous le rappeler. Là. Ouais, ben attends, juste pour le fun, là, le premier article que j'ai écrit dans le temps, là, il est mort, le journal maintenant, mais le Huffington Post Québec, quand il était là, le premier article que j'ai écrit pour eux, je te le partage, on va le mettre. C'était, et monsieur, quand il fondait la CAQ, à l'époque, j'étais un jeune, voyons, j'étais très jeune à l'époque. C'était 2012, le premier article. Et c'était Monsieur Legault et si Air Transat faisait faillite. Et j'imaginais un scénario dans lequel Air Transat fait faillite, ce qui s'est pas mal produit depuis. Et qu'est-ce que tu fais quand même nationalisme économique? Et au final, si je relis, en fait, je relis cet article-là parce que tu en parles, je suis surpris que ça prédise exactement tous les comportements de François Legault, à 100%. C'est un homme qui croit qu'il est capable de diriger l'économie et qui n'a pas nécessairement une capacité autre que de gérer peut-être une entreprise, peut-être même pas, selon de ce que tu dis. Je ne suis pas convaincu là-dessus, là, mais non, mais whatever. Tu je m'en le fous texte un de peu. la presse, honnêtement. Mais, il l'explique. Ouais, mais je pense pas vrai qu'il est devenu tellement, il est tellement sur un trip de puissance maintenant que peu importe ce qui était comme compétence avant, non, mais Vincent, c'est des faits que le divorce entre ce qu'il croit qu'il est capable et ce qu'il est vraiment capable. Ce qu'il est vraiment capable n'a pas changé depuis qu'il était à Air Transat, mais ce qu'il croit qu'il est capable de faire, et le divorce est complet. J'ai jamais vu des gens qui sont aussi convaincus qu'ils sont capables de changer et révolutionner le monde. Il y a juste Frank qui est capable de révolutionner le monde comme ça avec sa belle barbe. Ouais. Frank est arrivé, tout le monde, pour le Patreon seulement, presque. Fait qu'on va avoir le meilleur de Frank dans le meilleur du show parce qu'il faut que vous payiez pour ça. Écoute, fait que vous avez parlé de la folie des grandeurs, si j'ai bien compris, les dernières 30 secondes. Ben, en fait, Yann m'a convaincu qu'il fallait que le gouvernement donne de plus de subventions. C'est ça qui s'est passé. Je pense que je vais m'en retourner. On a-tu finalement été capable de savoir le montant de ce truc-là? Tu sais, mais attends, ça, il faut qu'on envoie de quoi? Mon chum, Renaud Brossard, qui est une des meilleures personnes dans l'univers pour troller des politiciens de manière incroyablement polie. Pour le fun, Pierre Fitzgibbon, lui, il dit ben là, c'est une subvention de 7 milliards. Et le ministre lui répond, comme un maudit cave, il dit, c'est pas... Écoute, fait que là, il dit, est-ce qu'on parle d'un investissement privé avec une subvention de 7 milliards? Puis Fitzgibbon répond, et je vais envoyer le lien maintenant dans le chat, parce que puis l'histoire que je vais vous conter, c'est Renaud m'appelle pour me dire ça. Il y avait un politicien dans les années 70 ou 80 aux États-Unis quelqu'un avait écrit dans un petit journal My congressman's an idiot. Puis le congressman avait écrit une lettre dans un plus gros journal disant I'm not an idiot. Dans l'article, il prouve qu'il est un idiot. Pierre Fitzgibbon vient de faire la même chose. Fait que Renaud, il dit la subvention est de 7 milliards. Pierre Fitzgibbon, il répond, il dit c'est pas 7 milliards, c'est toute paresse intellectuelle, c'est 10 milliards, plusieurs dizaines de milliards. C'est que t'es cave, t'es en train, tu fais son point pour lui. Oui, c'est ça. Ça ou bien lui, mais moi, il me donne l'impression, ce monsieur-là, qu'il n'en a absolument rien à cirer. Puis lui, c'est pas 7, c'est 10. Puis si vous avez femme de gueule, sinon ça va être 15. Non. Relis. Plusieurs dizaines. Ouais. C'est pas 10, c'est plusieurs fois 10. Le gars, c'est comme, tu veux-tu, garde là ton but, le mien était de l'autre bord. Merci de mettre la balle dans ton but, maudit. Mais tu sais, il y a quand même, oubliez pas que quand ils ont annoncé qu'ils baissaient, ils faisaient leur petite baisse d'impôts, il y avait des textes dans tous les journaux et il y a eu une lettre signée par 100 quelques économistes pseudo, il y en avait juste un vrai dans la gang, là, mais ça, c'est une autre histoire, mais qui nous disait que, là, à cause de ça, il y a des gens en CHSLD là, qui n'auront peut-être plus de bain
les services publics, on va saccager l'État. Gérald Filion en était un, puis maintenant, il écrit. Ouais. Puis là, c'est un investissement historique. Puis là, t'es comme, OK, fait que genre, si l'État, mettons, arrête de percevoir une couple de centaines de millions par année, mettons, je sais plus c'est quoi, ça représente quoi exactement, là, mais mettons 1 milliard, whatever. Là, ça va détruire les services publics, puis on va genre détruire l'État québécois, mais il n'y a aucun problème à ce qu'ils distribuent des subventions à des compagnies étrangères, puis même à des compagnies québécoises ou canadiennes, à hauteur de dizaines de milliards. Ça, il n'y a pas de problème. Ah non, ça, là, il n'y a jamais personne qui va te faire le lien démagogique en te disant ouais, mais là, pensez-y, avec ces milliards-là, combien d'infirmières on aurait pu engager? Combien de salles d'urgence on aurait pu ouvrir? Combien de gens sur des listes d'attente en chirurgie? Combien de haltes routières? Ouais, combien de haltes routières? Parce que le PQ tripait là-dessus il y a une couple de semaines. Combien de haltes routières on aurait pu construire au Québec pour servir des régions dans lesquelles personne va, comme Cabano? On aurait pu nourrir tous les enfants qui vont à l'école le ventre vide. Le ventre vide, on aurait pu faire plein de programmes sociaux. Sociaux. C'est combien de logements sociaux, ça, ces montants-là qu'ils ont donné? C'est sidérant pour vrai. En tout cas. Est-ce qu'on passe au Patreon? Juste finir, chercher les affaires de check. Je trouve une couple d'articles. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus, honnêtement. Mais quand il a décidé de quitter Air Transat au printemps 97, il a vendu ses actions sans prévenir ses associés. Ça, c'est pas clean. C'est probablement... En fait, quand je me rappelle quand j'avais fouillé un peu cette histoire-là, puis c'est une des personnes qui a vendu les actions d'Air Transat à son pic. Après son départ, la compagnie, ça a été la débandade. Là. Mais tu sais, de toute façon, si ça fait 30 ans que tu as fait quelque chose, tu peux-tu arrêter de le braguer? Tu sais, je veux dire, c'est comme si moi j'arrivais et je disais hey, j'étais un joueur de football, je jouais quand j'étais à la polyvalente. T'es pas un joueur de football. Là. OK, t'as une minute. Là, pas... Ben non, mais... Okay, d'accord. Non, je comprends. Non, mais tu sais, tu peux pas arriver et dire à tout le monde hey, moi, je suis un chef d'entreprise, là, je gère l'État comme une business. Là. Hey, ça fait 30 ans que tu n'as pas mis les pieds dans une entreprise. Laisse-nous tranquille que tu es un chef d'entreprise. C'est vrai, c'est depuis 98 que le gars est en politique. Hein. Faudrait juste pas l'oublier. Ah, effectivement, ça veut dire quoi? Hey, crime, ça va faire 20... C'était 98 qui est arrivé en politique, right? Ouais, ou quelque chose fait de même. 25, 26... Ouais. C'est 98 ou 80... Je ne suis pas sûr si c'était présenté à une partielle puis il avait gagné dans les années 90. Mais il était avec Bouchard. Fait que, tu sais, mettons, tu peux pas être en bas de 1996. Fait que, mettons 85. Mettons, j'ai... For shits and giggles. Ça fait quand même 27 ans qu'il est là. Hello? Ben, c'est ça. Toi, tu irais-tu voir, mettons, un médecin que ça fait 27 ans qu'il n'a pas pratiqué? Écoute, si ça fait 27... Mettons que j'étais politicien et ça faisait 27 ans que je n'avais pas mis les salles que je n'avais pas fait d'économie depuis 27 ans, je ne serais pas en train de dire que je suis professeur d'économie. Ben, that's my point. Yeah, non, je suis d'accord avec toi. Finalement, ce qui est drôle, c'est qu'à Transat, quand ils ont décollé ça, c'est qu'ils ont racheté les restes de Québécois. Tu sais, quand on parle de flop d'entreprises subventionnées, Québécois, c'était pas pire pareil. Hein? C'est... Hey, sérieusement, moi j'aurais peur de monter dans cet avion-là. Québécois. Oh! Ben écoutez tout le monde. Puis le pire, il est quand même revenu avec vouloir subventionner ça il y a une couple de mois, là, le 500$ pour aller... Ah, man. Absolument, ouais. Oh, écoutez, les gens, vous avez le code au bas de l'écran pour vous abonner au Patreon si vous êtes sur un ordi ou une télé. Sinon, vous faites le patreon.com/iSénéchal pour retrouver tous les épisodes du trio avec les bonus, avec tout le contenu qu'il y a. Donc, on vous invite à vous joindre à nous et nous passons à la partie Patreon, là où la générosité n'est pas de ce monde. Il dit qu'il ne parle pas avec l'autre. Mais moi, je me souviens de conversations que j'ai eues sur la colline parlementaire avec du staff. Puis du staff, quand la question c'était hey, est-ce que tu penses que lui a couché avec elle? Est-ce que c'est elle? C'était ça. Je veux dire, il pense que c'est ce qui est communiqué aux médias, c'est comme si c'était des grosses décisions stratégiques. Souvent, c'est du salissage, c'est du mémérage, c'est des insultes. C'est comment est-ce qu'on fait? Meilleur exemple. Puis ça, Éric peut le confirmer, Éric Duhaime, parce que c'est une histoire bien connue et la personne elle-même en a parlé.